Et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, le cash flow coule à flot. Et aujourd'hui, on va parler sous-location, mais dans deux aspects, à la fois côté side business et à la fois quand on est propriétaire, investisseur déjà en place. Est-ce que ça vaut la peine de louer son bien en sous-location? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode avec Jérémy. Il est jeune, il est ambitieux, il est brillant. Et du coup, je trouve ça super intéressant comme échange parce que lui, il est côté sous-loueur et moi, je suis côté bailleur de sous-location. Et donc, je vais vous présenter, il y a vraiment pas mal d'avantages à être bailleur, je trouve. Ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros par an pour ma part, de surplus par rapport à une location classique. Donc je vais vous en parler, on va vous en parler ensemble, Jérémy et moi. Avant même de commencer, si jamais vous avez un bien que vous voulez mettre en sous-location, Jérémy, il a un réseau dans toute la France maintenant de personnes qui recherchent des biens pour mettre en sous-location. Jérémy, bah, vous allez le voir, il est super carré dans ce qu'il fait. Et du coup, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail avec les caractéristiques du bien. Et moi, je le transférerai à Jérémy, comme ça, il verra s'il y a des personnes intéressées et si vous pouvez faire affaire. Voilà, je trouve que ça rajoute le petit point négatif pour l'instant de la sous-location, c'est que les personnes qui nous contactent, on ne sait pas vraiment d'où elles sortent, à quel point elles sont formées ou non, à quel point elles savent vraiment ce qu'elles font. Quand on est sur le bon coin, il y a des personnes qui nous écrivent pour mettre nos appartements en sous-location. Là, Jérémy, via son réseau, etc., il sait exactement ce qu'il en est. Donc, si jamais vous voulez juste prendre des renseignements, ça vous engage à rien, hein. Vous m'envoyez un mail, vous parlez juste du bien, vous me dites la localisation, le loyer et vous me présentez un peu le bien, si vous avez quelques photos, et moi, je transférerai tout ça à Jérémy, mais on verra tout ça plus en détail avec lui dans l'épisode du podcast. Ensuite, j'avais quelques points à vous raconter. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, je suis Bye Bye Patron, votre hôte. J'ai 1 milliard de casquettes et c'est toujours un peu long de me présenter, mais en gros, je suis investisseur immobilier depuis 13 ans, je crois, des dizaines de lots dans plusieurs pays en millions d'euros, investisseur boursier en centaines de milliers d'euros, faut le dire, on n'est pas encore au million depuis 10 ans. Là, j'attaque, ce sera en août, je crois que non, je pense que là, on a passé les 10 ans d'investissement boursier. J'ai une grosse activité dans la finance. J'ai ce podcast depuis 4 ans dans lequel on parle immobilier, liberté, gros billets et donc, si vous êtes ici, c'est pour faire fructifier votre patrimoine. Si vous voulez que je vous aide à atteindre 1 million d'euros de patrimoine net, vous avez dans la description du podcast un petit formulaire qui prend 30 secondes, vous le remplissez et ensuite je vous répondrai rapidement. Je vous enverrai un mail, checkez vos spams si jamais vous avez complété le formulaire parce que il est possible que mes mails, mon premier mail tombe en spam, tout simplement parce que vous avez rempli le formulaire et que moi, je vous envoie un mail ensuite d'une adresse dans laquelle vous avez jamais reçu malgré le fait que je paye cette adresse email est quand même assez cher, hein. Les adresses email qui sont pas @gmail ou quoi sont quand même assez chères. Ça coûte peut-être 100 euros par an, hein, cette histoire. Bref, qu'est-ce que je voulais vous raconter? 1 million de choses, comme toujours. Je vais pas trop perdre de temps. Premier point, dans fin de semaine, on se retrouve plus d'une quarantaine de personnes à Brumath, à côté de Strasbourg, au Fun Park, pour le plus gros événement en termes de personnes que j'organise chaque année. Donc, je suis trop content de vous voir tous. Dimanche, soyez présents et ça va être super bien. Désolé, on est full, hein, pour ceux qui auraient voulu s'inscrire. On a vraiment rempli l'événement super rapidement, comme toujours. Donc, quand vous verrez des prochains événements que j'annoncerai, ne traînez pas parce que voilà, on est full rapidement. Ça, c'est le premier point. Donc, je me réjouis. Deuxième point, j'ai envoyé un mail. Si jamais vous voulez vous inscrire sur la liste email, vous allez sur grosbillet.com et vous avez même le droit à un livre que j'ai écrit sur comment acheter son premier bien immobilier gratuitement. Vous allez sur grosbillet.com, vous laissez votre adresse email. Et en fait, j'ai envoyé un mail par rapport à ça. C'est là, je vais faire le premier. En fait, j'ai regardé, c'est ma 5e activité. Si on parle en termes de temps passé, depuis quand je me suis investi et tout, j'ai 4 activités principales avant ça. J'en ai une dans la finance, je vous l'ai dit, j'ai les biens immobiliers. J'ai les coachings pour investir en immobilier que je fais avec Michel depuis un moment. Et j'ai la bourse et du coup j'ai une 5e activité
et que j'ai lancé vraiment formellement il y a un peu plus d'un an. Et là, je vais faire mon premier mois à 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, j'ai essayé d'un peu me poser la question de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon par rapport à ça. Ce que je peux vous dire par rapport à mon ressenti, ça a été quand même beaucoup de temps. Ça a été donc c'est un side business, c'est pas du tout un business à plein temps, mais ça a été quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends passés dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dû un peu pivoter la stratégie de l'activité par rapport à ce que je pensais initialement quand j'avais un peu fait mon étude de marché, regardé les concurrents, regardé ce qui fonctionnait ou non. En fait, on n'a jamais l'info parfaite forcément de comment les concurrents gagnent de l'argent et aussi ce qui est adapté à vous. Peut-être qu'un concurrent, lui, ça va être son business full-time. Moi, c'est mon 5e business si on regarde. Donc, j'ai pas autant d'énergie, de temps que je peux y passer par rapport à quelqu'un dont ce serait le business principal. Et ce que je voulais vous dire, c'est les revenus passifs. Forcément, quand on veut marketer à la fois un podcast, une formation ou que sais-je, c'est super intéressant de parler là-dessus. Ça fait vendre, hein, clairement, il faut le dire. L'humain, par définition, est fainéant. Mais les revenus passifs, le problème, c'est que c'est long. Alors l'immobilier, on peut aller vite grâce à l'effet de levier. La contrepartie à ça, c'est déjà, c'est pas un business 100% passif. Et deuxième point, c'est que il faut rembourser les emprunts. Donc ok, on encaisse sur base d'argent qu'on n'a pas. On peut prendre du cash flow sur base d'argent qu'on n'aurait pas eu à la base, mais c'est pas voilà, tant que l'emprunt n'est pas remboursé, l'effet de levier vous en profitez pas pleinement. Et dans ce cas-là, vous avez d'ailleurs plus d'effet de levier. Donc voilà, le revenu actif, c'est quand même si vous n'avez pas déjà un patrimoine net à 2-3 millions d'euros, c'est à mon avis, à mon sens, ce qui vous permet de faire le plus d'argent. Donc formez-vous, c'est la façon la plus efficace de d'avoir des compétences. Personne ne vous les enlèvera jamais. Il y aura jamais d'impôt normalement sur la compétence. Donc profitez-en et voilà, faites de ces revenus actifs une fondation pour vos revenus passifs, pour emprunter plus d'immobilier. On le sait, il y a le taux d'endettement des 35% du HCSF. Tout le monde en parle. Bien sûr, nous, on l'a explosé, ce taux d'endettement. Mais le meilleur moyen de retomber dans les clous, sachant que une fois que vous avez vos endettements, ils sont là, vous n'allez pas pouvoir trop bouger les flux sortants, c'est d'augmenter vos flux entrants. Imaginez, si vous commencez à rentrer 10 000 € par mois en plus, vous pouvez emprunter sur le taux de 35%, 3 500 € par mois. 3 500 € par mois, à l'heure actuelle, ça doit faire aux alentours de peut-être 700 000 € d'emprunt qu'on peut se rajouter. Ok, on enchaîne avec petit point sur mes biens immobiliers du moment. Forcément, les biens ils tournent, quand on a des dizaines de lots, ça tourne. Pour l'instant, je dois l'avouer que mon agence fait plutôt du bon travail et en plus j'ai un bras droit maintenant qui m'aide aussi. Mais il y a des biens qui se libèrent. Pour l'instant, ils sont tous reloués. Et en fait, en lien avec le podcast, j'ai un épisode, le bien que j'ai en sous-loc dont je vais vous parler dans l'épisode, il va se libérer et du coup, j'ai confié à Jérémy. Il y a 2 personnes déjà de son réseau qui m'ont contacté. Il y en a une d'ailleurs qui a dû aller voir le bien hier qui vont peut-être reprendre cette sous-loc parce que la personne elle arrête parce que c'est trop loin de chez elle. Donc normalement 100% des biens loués, c'est vraiment le but. J'ai déjà fait plusieurs lives sur le sujet pour les membres de l'Académie des gros billets notamment. Vous perdez énormément d'argent quand il y a de la vacance locative. Alors un bon moyen de pas avoir de vacances locatives, c'est d'acheter à Paris Centre, mais là vous n'avez pas de renta. Quand vous êtes dans des zones où on maximise la renta, forcément il y a un petit peu plus c'est un petit peu plus dur de louer, mais le but par rapport aux zones tendues où il y a plafonnement des loyers, etc. Mais le but, ça va être toujours d'avoir des biens loués. Donc vraiment, c'est notre combat dès lors qu'on reçoit un préavis de départ, relouer tout de suite le bien. Et donc, c'est chose faite. Je viens de recevoir un mail il n'y a pas plus tard qu'une heure pour me dire qu'un des biens qui devait se libérer va être reloué directement le jour même. Donc ça, c'est top. Pensez toujours un mois qui saute, c'est tout de suite 700, 800, 900 € sur les loyers que vous avez qui s'envolent. Tout simplement. Donc faites bien attention à ça et merci à l'agence et aussi à mon bras droit par rapport à ça. Ensuite, j'ai tellement d'annonces à vous faire. Pourtant, je vous parle toutes les semaines.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais partir en Chine sûrement. Allez, je fais la petite annonce. Je sais, j'ai déjà été en Floride, j'ai déjà été à Dubaï cette année. J'ai encore été dans plein d'autres endroits. Mais la Chine, je me dis que c'est le moment d'y aller. J'avais été en Russie il y a quelques années, maintenant on peut plus y aller. La Chine, je me dis que c'est un bon moment pour y aller, voir un peu la modernité, voir un peu tout ce qui se passe avec les voitures électriques là chinoises. Ça m'intrigue pas mal. Vu que je suis pas mal l'activité auto, voir un peu comment ça se passe. Si jamais vous avez des recommandations ou que vous êtes en Chine ou au final, je pensais pas y aller, mais je vais quand même passer par Hong Kong. N'hésitez pas, j'ai fait un épisode avec une personne qui habite à Hong Kong. Je l'ai déjà contacté par rapport à, je vais sûrement aller le voir. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des recommandations de choses à faire en Chine, je sais pas exactement, j'ai l'impression que je vais pouvoir utiliser quand même WhatsApp, etc. Insta. Mais pas sûr et certain. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je suis assez, franchement, ça a l'air vraiment d'un voyage de dingue. Et donc, bah, autant en profiter un petit peu. Ensuite, et puis c'est ça, hein, la vie. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est pour voyager. Il y en a, ils le font pour leurs enfants. Il y en a, ils le font pour avoir une vie bien tranquille, bien peinarde. Moi, la vie, c'est vraiment rajouter le plus d'expérience possible, kiffer à fond, me poser quand il faut et mais pas longtemps. Et voilà, profiter au maximum. Donc là, ça va être partir en Chine. J'ai bien hâte de voir un peu. J'ai déjà été quelques fois en Asie. J'ai fait Japon, Thaïlande, Malaisie, Bali, Inde, mais la Chine, j'étais jamais. Donc voilà, c'est l'occasion. Ensuite, dernier point, est-ce que ce sera le dernier point? Petit point sur le crowdfunding immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et en fait, on va en revenir un peu à ce que j'ai dit sur revenu actif, revenu passif. Le crowdfunding immobilier, j'ai émis des énormes réserves déjà il y a plusieurs mois dessus. C'est un peu à la mode hein, parce qu'il y en a qui passent dans les podcasts genre Legend et tout. Ils sont en train de se prendre des retards de malades sur les projets. Ils vous disent et en fait, bon moi je connais assez peu le sujet hein, donc je vais pas vous faire une analyse détaillée, mais en fait le biais qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'il y a de l'immobilier derrière, mais en fait ce qu'il y a, c'est qu'on finance la partie la plus risquée du projet. Donc il peut y avoir des gros retards. J'espère que vous perdez pas trop de plumes si vous êtes investi dedans. La bourse, les gens ils pensent que la bourse c'est risqué. La bourse et on peut beaucoup plus diversifier à la fois en termes géographiques, en termes de secteur, en termes aussi les sociétés sont beaucoup plus contrôlées, les sociétés boursières, que les promoteurs immobiliers. Je sais pas, quand on pense à un promoteur immobilier, je dis pas du tout que c'est des escrocs ou quoi, mais pensez en termes de contrôle qu'ils ont en fait des personnages que ça peut être et tout. Enfin, on voit bien un peu, je sais pas, le quinca qui a une chemise blanche, du bide, qui roule en BM. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose ou quoi, mais par rapport à quelqu'un qui contrôle, qui a des départements entiers dans les sociétés cotées pour s'assurer de la compliance des informations qui sont fournies, des risques aussi qu'ils encourent, les sociétés cotées, notamment aux US en cas de fraude. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont pris des peines de prison de 10 ans, 20 ans en cas de fraude des sociétés cotées. Et après, on dit que la bourse est risquée et investir en crowdfunding immobilier, ça l'est pas. Voilà. Le risque, pendant longtemps, ils ont eu aucun défaut. C'était le marché en fait qui poussait aussi à ça. Et maintenant, le marché s'est retourné. C'est pas forcément un problème de compétence, mais toujours voilà, quand c'est passif et que vous contrôlez rien, ni le prix d'achat, ni l'exécution, ni rien, eh ben, faut pas s'étonner, entre guillemets, qu'on prenne des risques supplémentaires. Donc, la bourse, j'ai une formation sur le sujet, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com. C'est vraiment, pour moi, moins risqué, on peut mieux piloter sa fiscalité. Mais par contre, il y a aussi des risques. Là, on est dans des valorisations qui sont complètement dingues. On a Nvidia qui a dépassé les 4000 milliards de dollars. Ça paraît énorme, 4000 milliards de dollars quand on pense qu'il y a 8 milliards d'humains sur Terre. Voilà, ça fait 500 dollars par humain donné à Nvidia si on voulait la racheter. Donc ça fait quand même pas mal. Mais pour moi, en tout cas, ça reste beaucoup moins risqué que le crowdfunding immobilier et que tous les business comme ça, les prêts entre particuliers, enfin
tous les business qui au final offrent le private equity en fait partie, etc. Tous les business qui offrent pas du tout la liquidité ni la transparence de la bourse, investissement startup c'est pareil. Tous ces business ils promettent pas des rentabilités beaucoup plus hautes. Si vous voulez des grosses rentas, faites de l'effet de levier sur l'immobilier tout simplement. Vous pouvez mettre 10 000 euros et encaisser 10 000 euros de loyer, 10 000 euros d'apport et encaisser 10 000 euros de loyer. Là, ça fait 100% de renta. Mais voilà, c'est des rentas qui sont proches de la bourse. On dit que c'est entre 7 et 10% historiquement, et avec des risques qui sont plus élevés. Après, voilà, je ne lance pas la pierre. Ils ont ceux qui ont lancé ces boîtes de crowdfunding, ça a été sûrement un gros boulot. Ils ont dû faire leur diligence qu'ils ont pu faire à leur niveau. Ils n'ont pas aussi la législation telle qu'elle est pour les sociétés boursières, enfin cotées en bourse. Donc, ils n'ont pas pu exiger non plus d'avoir une telle transparence par rapport à la fois en amont et puis après dans l'exécution par rapport à des sociétés cotées. Donc voilà, le marché s'est retourné. Faut pas, enfin voilà, moi en tout cas, j'avais pas de fonds là-dedans parce que, je l'ai déjà expliqué justement, j'ai énormément d'argent en bourse et je trouve que c'est plus sûr. En plus, on peut mieux piloter sa fiscalité que dans le crowdfunding immobilier. Mais ensuite, chacun fait ses choix. Mais c'est pas parce que c'est de l'immobilier derrière que c'est forcément moins risqué que un vrai business, surtout quand vous commencez à financer les tranches du projet les plus risquées. Et dernier point, avant qu'on attaque, j'ai envoyé un mail, donc si vous êtes dans ma liste email, vous le savez, sinon je vous le dis. J'ai mon livre Négocier pour faire des gros billets que j'ai vendu à 1060 exemplaires à présent. Donc quand même plus que 1000 livres, c'est pas beaucoup d'auteurs. Alors il y en a qui en vendent beaucoup plus, mais moi ça c'est là on dirait que c'est mon 6e business par rapport à ceux dont je vous ai parlé en amont. Bref, mon livre Négocier pour faire des gros billets que j'ai vendu à plus de 1000 exemplaires sur Amazon en ce moment pour l'été, je m'en suis recommandé une fournée là juste avant. Je vous le propose sur mon site avec 0 marge pour moi. Donc le livre il est gratuit, vous payez que les frais de port, ça fait 7 euros. Vous allez, je vous mets le lien dans la description. Sinon le lien, je vous le dis oralement, mais ce sera quand même beaucoup plus simple de cliquer dessus. Mais le lien, c'est grosbillet.com/livre au singulier -négo, N-E-G-O, -gratuit. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, si vous avez des biens à confier à Jérémy et puis maintenant, tout son réseau, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous rappelle, loyer, localisation, si vous avez des photos et typologie de bien, la surface. info@byebyepatron.net et n'hésitez pas à compléter le formulaire qui est dans la description si vous voulez que je vous aide à atteindre le 1 million d'euros de patrimoine net. On se retrouve de l'autre côté avec Jérémy. Et bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on est avec Jérémy et on va parler sous-location à la fois du côté sous-loueur et surtout du côté propriétaire pour les personnes qui sont déjà investisseuses. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant et notamment moi j'ai un bien en sous-loc et donc je vous partagerai aussi mon expérience. Écoute Jérémy, je te laisse te présenter la jeunesse, place à la jeunesse et puis du coup après on attaquera un peu sur ce que tu fais et puis sur la sous-loc en tant que telle. Ouais, salut Thibaut, merci de m'avoir invité. Donc moi c'est Jérémy, j'ai 23 ans et donc maintenant ça fait 1 an que je me suis lancé dans le business de la sous-location. Donc là actuellement maintenant je vais gérer 13 biens, j'ai encore un autre projet qui va arriver qui va me ramener 6 biens en plus. Ok. Donc d'ici fin d'été, je vais être à 19 normalement si tout va bien et même plus si le réseau s'agrandit. Et donc ouais, on est là aujourd'hui pour parler de tout ça, c'est un grand plaisir Yes. d'être invité. Et en plus, on pourrait penser que tu fais que ça, mais tu finis tout juste tes études. Raconte-nous un peu, comment t'as fait pour après on ira plus en détail, mais comment t'as fait pour gérer un peu les deux? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que est-ce que t'avais parfois des agendas bloqués quand il arrivait des choses? Comment ça se passe un petit peu? Ouais, du coup, je viens d'être diplômé à l'instant, il y a la semaine dernière, ostéopathe, donc 5 ans d'études. Effectivement, là, sur la dernière année, je me suis rajouté l'entrepreneuriat dans la sous-loc. C'était pas une mince affaire. Et en plus de ça, je cumulais également un job étudiant pour avoir des fonds. Ok. Effectivement, au niveau de l'agenda, des fois, comme tu l'as dit, c'était un peu Plus la compliqué. salle de sport, vous le voyez pas, mais plus la salle de sport.
C'est gentil. Et donc, plus la salle de sport. Et donc effectivement, des fois, au niveau de l'agenda, ça a bloqué un peu. Des fois, j'ai fait des trucs, c'était pas cool niveau scolaire. Je faisais comment dire, des justificatifs d'absence, comme quoi j'étais avec mon comptable ou en rendez-vous pour louper des cours. Mais c'était pour le bien de la société. Et donc, franchement, en vrai, je me remercie d'avoir fait ça. Yes. Après, c'est la plupart des personnes qui sont investisseuses, elles ont un emploi à côté ou une activité entrepreneuriale. Donc, c'est un peu tout le monde qui jongle entre ces locations courte durée, ces locations longue durée et puis ces autres activités. Ok, bah dis-nous un peu comment on va faire la genèse et après on va passer dans les chiffres, dans comment ça se passe, un peu des 2 côtés. Comment ça t'est venu? Tu cherchais absolument une activité à faire? Parce que là, le projet, c'est d'être ostéopathe, hein, on est d'accord, hein? C'est, Ouais. de cumuler les deux activités, quoi, au début. C'est ça, ouais. Pour l'instant, la boîte, je la vois vraiment comme un side business et dans tous les cas, je la développe dans ce sens-là aussi parce qu'en fait, je développe la boîte avec un associé également et notre but, c'est vraiment de déléguer un maximum tout ce qui va être chronophage dans la société pour en fait se libérer du temps et avoir un peu toujours un métier à côté. Dans tous les cas, ostéopathe pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est un métier passion donc je souhaite le garder En plus, et tu es super libre de tes horaires. C'est ça le gros avantage par rapport à d'autres métiers, quoi. c'est ça qui est cool, c'est que c'est un métier libéral, donc on fait un peu ce qu'on veut. Ça reste un entrepreneur en soi, un ostéopathe, hein, on Mmh. peut comparer à ça. Et donc, comment j'ai découvert la sous-location? Et bah, tout bêtement, je me baladais en fait, sur Insta et j'ai vu, une formation de sous-location, donc je me suis lancé là-dedans, je me suis formé et maintenant, bah, voilà où j'en suis. Je suis même passé, coach, donc coach dans cette formation-là, donc maintenant j'aide aussi les gens à devenir bons dans la sous-loc. Yes, mais c'est pas du tout l'objet, du podcast. Mais ouais, comme quoi les formations, tu peux confirmer parce qu'il y en a qui pensent que tous les formateurs sont des escrocs. Tu t'y es retrouvé entre le montant que tu as payé et le montant que tu as encaissé, tu t'y es retrouvé? Oui, ça fait un petit moment que ça a été remboursé. OK, OK, top. Bah, raconte-nous un peu, peut-être comment c'est, le premier bien, ensuite comment tu enchaînes un peu et puis après on va faire un peu les étapes de mise en place. Comment on trouve le bien? Qu'est-ce qu'on met? Combien c'est quoi le ratio? Combien il faut contacter de propriétaires? C'est vrai que moi, quand j'ai des annonces, quand je mets des annonces sur le bon coin, bah, j'ai assez souvent des personnes qui font de la sous-loc qui me contactent. Hem, donc ouais, raconte-nous un peu, jour zéro, qu'est-ce que tu fais? Comment tu trouves le bien? Ouais, bien sûr. Donc, au début, partie formation, je commence à comprendre un peu ce que c'est. Je comprends un peu le pitch aussi à raconter et à dire, pour convaincre un propriétaire. Et donc, on se lance dans le démarchage. Le démarchage, au début, il est assez rude parce que on arrive dans un milieu, on a zéro expérience et donc il faut réussir à convaincre quelqu'un en disant: «Moi, je fais ça, mais j'ai jamais fait. Donc, croyez-moi, ça va le faire». C'est un peu compliqué. Et donc, au commencement, j'ai fait facilement la centaine de démarchages pour trouver mon premier bien et mon premier bien, pour la petite anecdote, je donc démarche sur Le Bon Coin, j'appelle, quelqu'un pour un logement et finalement, il me répond au téléphone que ce logement-là est déjà loué, mais il connaît pas le principe et il veut que je lui explique. Donc dans ma tête, je vois directement une perte de temps en face de moi, parce que je me dis: «Bah, j'ai Mmh. peut-être 10-15 minutes ou que je vais perdre à juste lui expliquer ce que je fais, mais en contrepartie, j'aurai zéro logement parce que son logement est déjà pris. Mais donc c'est pas grave, je le fais quand même, j'explique, je pitch et en fait, coup de chance, c'était pas du tout une perte de temps. Ce propriétaire-là m'annonce en fait qu'il a un immeuble complet de 4 Mmh. logements qui sont déjà, ready pour la courte durée et à la base, c'est lui qui s'en occupait, mais il commençait à plus savoir gérer ces 4 logements en courte durée, plus son travail, donc il cherchait un peu à s'en séparer, mais à les garder, mais à les louer. Mmh. Et donc il se dit, «Bah, ça colle parfaitement à ton profil» et donc finalement, on fait affaire. Donc moi, je commence dans la sous-location directement avec un immeuble de 4 logements. Donc 2 T2 studios, voilà et 2 chambres. Donc 2 chambres, style hôtel, vraiment, dans le logement. C'est juste, une partie chambre avec le lit et une partie salle de bain, toilette. C'est tout. Il y a pas de cuisine, Mmh. il y a juste un petit frigo, bouilloire et cafetière, c'est tout. Et de cela, donc je commence avec mes 4 premiers logements en septembre et tac, 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 en gros, après septembre, octobre, bah, donc j'amortis un peu la chose que Et du coup, juste, en fait, l'étape zéro, on en a pas parlé, mais peut-être pour ceux qui sont novices, ils savent pas, c'est, je pense, la création d'une SAS.
Ah parce oui, que tu peux pas faire ça en auto-entreprise vu que la base de l'auto-entreprise, c'est que tu peux pas déduire des charges et c'est un business où tu as énormément de charges, à savoir le loyer qui est quand même enfin en auto-entreprise, ça peut jamais être rentable tout simplement ouais. de le faire. Donc ouais, tu as créé ta SAS, enfin je suppose en général, c'est une SAS qu'on fait pour cette activité. C'est ça, ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais ça semblait un peu Mmh, logique. Effectivement, pour ceux qui démarrent, moi j'ai démarré en SASU, carrément, vu que j'étais tout seul à mmh. la base. Donc je démarre en SASU pour, comme tu le dis si bien, bah, en fait, pouvoir payer toutes mes charges sans être imposé dessus, parce qu'au contraire, la micro-entreprise, ça va pas le faire du tout, parce que on va payer le loyer et en fait, on va être imposé sur l'argent qui va sortir. Donc on Mmh. aura perdu de l'argent et on va encore en perdre en plus. Donc ça va pas le faire. Donc oui, Yes. je me suis lancé en SASU. Et par la suite, ouais, j'ai continué l'activité, j'ai été chercher de nouveaux biens à chaque fois, soit par démarchage, soit par des propriétaires qui m'ont amené leur logement parce qu'ils étaient convaincus en fait et ils étaient satisfaits de ce que je faisais. OK, t'en avais en fait des propriétaires de biens que tu avais gérés, ils en Mmh, avaient d'autres c'est et ça. ouais, bah, moi c'est un peu le cas. C'est vrai que j'en ai pas mal et au final bah, si tu enfin après ça dépend à quel point ils se libèrent. Moi, j'ai aussi pas mal de locations nues en société, mais c'est vrai que si tu as des meublés, bah, ça a quand même pas mal d'avantages. OK. Et est-ce que tu peux nous dire donc un peu les chiffres, combien tu dois mettre un peu upfront, tu vois, les meubles, les draps, bah, tout ce qu'il faut pour comment tu passes d'un meublé classique, tu vois, il y a plein de meublés qui ont pas de cafetière, qui ont pas de bouilloire, Oui, bien des sûr, bien sûr. draps. Donc c'est combien un peu le budget, voilà, de départ? Le budget pour se lancer, sachant que, bah, après dans le budget, ce qui est pas, négligeable non plus, c'est qu'il faut le bail. Un bail, parce qu'on utilise quand même un bail particulier. C'est un bail, donc ça reste civil, ça ne change rien pour les propriétaires. Au niveau des, procédures, au niveau des impôts, ça ne change rien. On reste un Mmh. locataire classique. Juste, il faut un bail, on va dire, avec quelques C'est clauses pas en un Ouais, voilà. C'est pas un bail d'habitation, loi de voilà. 1989, qu'on a l'habitude de connaître. C'est ça, il faut des clauses en plus. Les clauses, quand le propriétaire le signe, en fait, ces clauses-là, elles vont, dire que lui accepte que son logement soit sous-loué. Mmh. Donc déjà, il faut passer quand même, par un avocat ou moi je l'ai eu via le biais de la formation que j'ai faite, comme j'ai dit. Donc déjà ça a un coût quand même, la rédaction du bail et ensuite, bah, 1er loyer, le plus souvent après on essaie quand même de négocier peut-être un mois de caution parce qu'on explique aux propriétaires quand on est en meublé que les 2 mois, bah, ça nous ampute quand même pas mal de trésor et ça nous immobilise pas mal Mmh. d'argent, donc c'est pas trop en notre faveur. Donc il y a le 1er loyer, on va dire le 1er mois de caution. Ça peut vite chiffrer en fonction du logement qu'on va prendre. Il y a une grosse différence si on prend un studio ou un T5. Entre 1 000 et 2 000 quoi, en gros. C'est ça, c'est ça. En gros, il y a déjà ce budget-là à prendre en compte. Ensuite, je dirais, 500 € de déco plus, linge. Parce Mmh. que il faut pas non plus prendre qu'un seul jeu de linge. Parce que derrière, si, bah, on a des, réservations qui s'enchaînent, que des une nuit, il faut à minima, pour moi 3 jeux de linge Mmh. pour, tout le logement. Parce que le temps de, bah, Le l'enlever, séchage. c'est ça, le Mmh. changer, le sécher, donc Mmh. heu, donc ouais, je pense que 2 500-3 000 pour se lancer, c'est, Pour c'est un vraiment logement qui est déjà toi, tu prends des meublés, quoi. Faut que ce soit un oui, ouais, logement déjà meublé, ouais, sinon, vraiment ça complet. fait trop d'argent à sortir. C'est ça, bah, après le ROI, il est trop loin pour moi, je trouve. Mmh. Si le logement est nu, à meubler un logement, ça grimpe vite, hein, Ouais, on tu en as vite pour 3 000 € pour un petit logement, ouais. ça, Entre le on lit, le s'en rend pas canapé. compte, ouais. Mmh. Et donc là, si on meuble le logement, on double le budget de démarrage et donc là, la rentabilité, bah, le retour sur investissement, il est beaucoup plus loin. Mmh. Sachant en plus que, les baux, parce que moi j'en ai signé un, ces types de baux, ils sont assez faciles, bon surtout du point de vue, du sous-loueur à casser en fait. Enfin déjà, si t'es pas payé, le gros avantage, après on reviendra un peu dessus, mais pour quand toi t'es bailleur, c'est que en gros t'as pas besoin de toutes les garanties et tout qu'on prend normalement parce que c'est un bail. En gros, si, s'il y a un mois qui est pas payé, bah tu peux le rompre et donc voilà, ça peut vite, les galères pourraient vite s'enchaîner pour un sous-loueur qui a pas de trésor, qui aurait mis, je sais pas 5 000 € de départ, Ouais. qui a un mois il peut pas payer, il a le bail qui est cassé et puis tu perdu tes sous. OK. Et du coup, tu essayes d'en faire, très près de chez toi ou tu es prêt à aller plus loin? Tu as tout automatisé? Le ménage, tu fais comment? Comment tu gères ensuite, parce que 19, là tu es à 13, bientôt 19.
c'est ça. Au début, bah, on recommande quand même de faire près de chez soi pour les premières galères, le démarrage. Hein. Le démarrage, on n'est pas Hmm. bon. Tout, on apprend encore des choses sur le terrain, donc vaut mieux être près de ces logements pour pouvoir les lancer et bien les manager. Mais maintenant, comme j'ai dit, maintenant je suis associé avec mon associé qui est en Bretagne. Donc là, les logements en Bretagne, je les ai jamais vus. Je les ai juste vus en photo, jamais visités. Et donc les 6 qui vont arriver prochainement, c'est parce qu'on va racheter des parts dans une boîte qui se trouve à Lourdes, donc encore plus loin de chez moi. Moi, Ouais, moi, c'est je suis à carrément Lille. l'opposé. Ouais, c'est clairement l'opposé de la France. Je sais pas si je le verrai un jour non plus. Ok. Euh, mais donc oui, moi j'ai commencé près de chez moi, donc dans le Pas-de-Calais, sur Arras et Douai. Donc ça, c'est les logements que je gère, on va dire personnellement, quand il faut se Hmm. déplacer, c'est moi qui y vais. Et qu'est-ce qu'on disait? Ouais, et du coup, et le ménage, par exemple? Oui, ok, ouais, le ménage. Pareil, donc le ménage, ouais, nous, l'objectif, c'est, comme j'ai dit, de déléguer Tout? le maximum, voilà. Donc on cherche des prestataires qui font plus que le ménage. On prend le plus souvent un prestataire qui fait ménage, blanchisserie. Donc on touche pas non plus au linge, Hmm. c'est du linge. Et il s'occupe également du réassort. Pour le réassort, ça va être tout ce qui va être café, papier toilette, gel douche, Hmm. liquide vaisselle et éponge. Hmm. Donc tout ça, ça va être géré par quelqu'un. Donc nous, on va le payer à la prestation et au moins ça nous laisse plein de temps pour rechercher un autre logement Ok. ou s'occuper de la réponse, les messages pour les clients. Ok. Et ça, tu les trouves sur Internet directement, quoi, les... Ouais, directement sur les groupes Facebook, sur Le Bon Coin, Allo Voisin aussi, ça marche bien. Hmm. Ça se trouve assez facilement. Ok. Et ça, pareil, bah, il faut des... Enfin, je peux que vous recommander d'avoir des prestataires de ménage déclarés qui font des factures et pas des... Ah oui, Parce que oui. tu peux... Ah C'est le oui. gros souci, ouais, tu peux pas... Il y en a qui veulent être payés en CESU, il y en a qui veulent être payés au black, mais toi, ça va pas, c'est pas avec ton Alors, non, activité. ça va pas rentrer dans les cadres Hmm. légaux. Donc Hmm. non, tous nos prestataires, c'est soit des sociétés de ménage, donc carrément c'est des sociétés, ou sinon c'est des micro-entrepreneurs. Ok. Et tu peux nous dire un peu par logement, voilà, maintenant ça fait quasiment, tu vas boucler presque une année là. Euh, Combien ça te rapporte, tout simplement, quoi, une fois que tu as payé tout le monde, combien il te reste vraiment pour Ouais, carrément. bah, dans ta poche? En moyenne, lycée, sur un an, on est autour des 250 euros, 300 euros net par Par bien. logement, mais avant impôt. Hein. Avant impôt. Oui, oui, oui. Et voilà, 250, 300 euros par logement lycée à l'année. Donc non, c'est une activité quand même qui fonctionne. Et après, ça peut monter bien plus haut. Hein, c'est en fonction des logements aussi. Hmm. C'est vraiment la moyenne lycée. Et des logements, ils vont monter aux alentours des 1000 euros par mois. Yes. Mais du coup, ouais. Ouais, globalement, par rapport à une conciergerie, je dirais que ça se vaut, à peu près, non? Enfin, Ça se vaut, mais comme je te dis, là, c'est de la moyenne lycée parce qu'on, dans notre parc, on a un peu de tout. On a du studio, on va du studio au T5. Et ouais. plus ton logement il va être grand, pour moi, plus ton logement il va être rentable. Hmm. Et là où on va se démarquer d'une conciergerie, c'est que certes, on va prendre plus de risques, mais c'est comme Hmm. tout. Hein. On va prendre plus de C'est risques le à la risk fin. reward, quoi. C'est, C'est ouais. ça. À la fin du mois, on a un loyer à payer. Mais si les réservations elles explosent et que les prix ils montent en flèche, et ben on va gagner beaucoup Hmm. plus qu'une conciergerie. Hmm. Mais voilà, comme c'est comme tu dis, c'est risque reward. Hmm. Ok, intéressant. Mais voilà, pas mal. 23 ans, 13 biens à 300 euros, ça fait 4000 euros. Bon, vous êtes à deux, mais bientôt 20 biens. Voilà, Voilà. moi, 23 ans, j'étais encore étudiant. Gagnais, je vendais des vélos. C'était ça. J'achetais des vélos sur le bon coin et je les revendais. Euh, ok, trop bien. Bah, si tu veux, on peut passer côté. Et tu dirais que ça te prend combien de temps là par jour de gérer les 13 biens? Vraiment en gestion pure des 13 biens, il y a des jours je n'ai rien à faire. Hmm. Il y a des jours je n'ai rien à faire parce que bah, les prestataires sont là, les messages automatiques sont là aussi, et donc on va dire si tout le monde lit bien les messages, si tout le monde comprend ce qu'on a dit dans les instructions ou autre, bah on n'a rien à faire certains jours. Ok. Et en moyenne quoi? 1 heure par jour? En moyenne, Ouais, on va dire 1 à 2 heures par jour pour la gestion des logements. Hein. yes. Il y a des gens qui travaillent 10 heures par jour pour 3000 euros. Hein. Il y en a Ouais, beaucoup. c'est clair. Ok.
Non, mais tu vois, c'est fou. Enfin, voilà, t'as cette activité à côté. Après, tu seras ostéo. Je sais pas combien tu peux faire, 4 000 euros. Enfin, voilà, ça te double ton salaire avant même de commencer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas trop mal. Yeah. Yes. Ok, trop bien. Bah, félicitations déjà. Si. Du coup, on va le dire là et après on le redira. Mais en gros, en fait, je trouve intéressant de faire ce podcast parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Alors, il y en a qui sont débutants. Ça, c'est une possibilité. En plus, ben, Jérémy, il a donné un peu les chiffres réels, voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a pas mal d'investisseurs et dont moi, j'ai déjà donné un bien en sous-loc et j'en suis très satisfait. Je vous dirai un peu. Donc, si vous avez des biens en sous-loc, Jérémy, l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît des sous-loueurs partout en France via son groupe, etc. Et donc, si vous avez des biens, vous pouvez me contacter. Je pense qu'on va faire comme ça. Vous m'envoyez un mail et puis moi, je le transfère avec votre bien. Où est-ce qu'il se situe? Et comme ça, je peux vous mettre en contact avec Jérémy et puis tout son réseau. Très probablement, c'est pas encore fait, mais j'ai un bien, bah, mon bien en sous-loc, il va se libérer. Et du coup, peut-être que quelqu'un de son réseau va reprendre. Donc voilà, si vous avez des biens et que vous voulez bon, on va voir les avantages pour le bailleur. N'hésitez pas à me contacter. Donc, pour le bailleur, raconte-nous les avantages. Moi, je te dirai après les avantages que moi j'ai eus, Mhm. concrets. Mais donc oui, les avantages, là, on va se démarquer en fait par rapport à un locataire lambda. Pour moi, je les trouve incroyables. Mais bon, après, je prêche un peu ma paroisse. C'est ça. Mais le plus dur, je pense, c'est de le faire comprendre. Mais voilà, là, on est là pour l'expliquer, donc c'est top. Mais donc là, on va se démarquer, c'est que déjà, on signe via notre société. Donc il y a beaucoup de différences qui vont partir de là. Le fait qu'on signe avec une société, comme tu l'as dit, le propriétaire, en fait, il peut récupérer son bien quand il veut, sans justificatif, et on a juste un préavis qui est noté dans le contrat. Le plus souvent, on met un préavis de 3 mois pour le propriétaire. Et donc, au bout de 3 mois, bah, si le propriétaire veut, il nous envoie un message, il pose son préavis, et au bout de 3 mois, sans justificatif, il récupère son bien. Pareil, si, imaginons, il y a un impayé, bon, ce qui n'est pas le but d'un sous-loueur, vu que ça reste un business, et ben, s'il y a un impayé, vu qu'on a signé via la société, en fait, on peut nous emmener, on va dire, directement au tribunal de la chambre des commerces et on est perdant d'office. Et dans le mois, en fait, vous récupérez votre logement. Également, la différence qui n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas de trêve hivernale. Vu qu'on est une personne morale, bah, la trêve hivernale n'existe pas. Donc, pareil, on peut être dehors à tout moment de l'année. Et également, on a rajouté, il y a une clause qui a été rajoutée dans les contrats qui fait que le propriétaire peut venir visiter son bien quand il veut, juste à faire un petit message et nous, on lui dit, bah voilà, il n'y a pas de voyageurs à ce moment-là ou vous pouvez passer à ce moment-là. Et ben, c'est tout à fait possible. Le propriétaire peut passer et il visite son bien, il voit si tout se passe bien. Au moins, ça peut être, c'est un petit côté rassurant aussi, hein. Pareil, je reviens un peu sur le fait que ça reste un business, donc notre but, c'est quand même d'être rentable. Et donc, grâce à cela, on va garantir les impayés, déjà parce que si on ne paye pas, on est dehors, mais également vu qu'on va être rentable sur le bien, on va faire une marge par rapport au loyer. Donc, imaginons, on a un loyer à 600, le logement va nous générer 1 200, et ben les 600 euros de loyer, on les aura largement pour les payer le mois prochain. Donc, pareil, on a aussi cette garantie d'impayé qui existe. Également, au niveau des autres avantages, voilà, j'allais y venir, c'est que par rapport à un locataire classique, entre chaque voyageur, nous, on est pas obligé, mais c'est quand même bien mieux de faire passer une équipe de ménage entre chaque voyageur pour que le bien soit entretenu et soit remis au propre pour le prochain. Et donc, à la différence d'un locataire classique, bah, si imaginons on enchaîne plein de réservations une nuit à 2 nuits, on peut facilement faire 10 ou 15 ménages dans un mois. Et donc ça, je pense que pas beaucoup de locataires lambda le font. Donc là aussi, on se démarque pas trop mal parce que dès qu'on nous confie un bien, nous notre but c'est de le garder dans cet état ou même de l'améliorer parce que chaque voyageur est unique et on se doit de garder le même niveau de qualité et les mêmes exigences, pardon, pour chaque voyageur. Donc nous on n'a aucun intérêt à ce que le bien soit détruit ou détérioré. Pareil, au niveau de la petite maintenance, la petite casse, je sais qu'en expérience perso, j'ai déjà dû réparer des toilettes, donc je fais intervenir les artisans à mes frais. Donc voilà, le propriétaire n'est pas embêté non plus, parce que pareil, on est toujours dans cette optique-là que nous, on doit être rentable, donc on doit accueillir au plus vite et dans les meilleures conditions nos voyageurs. Donc on doit toujours avoir un bien irréprochable et qui fonctionne. Donc pareil, la petite maintenance, c'est à nos frais.
Donc voilà, comme je disais, j'ai déjà fait réparer des toilettes. Une fois, un voyageur a cassé une colonne de douche. Bah, pareil, la colonne de douche, on l'a fait changer le jour même. Et ça, le propriétaire n'est pas au courant, mais bon, il le verra peut-être quand il récupérera son bien. Mais dans tous les cas, ça évite quand même beaucoup d'ennuis pour le propriétaire. Yes, trop bien. Et je dirais l'avantage aussi que t'as pas présenté, mais à mon avis, qui est valide à vérifier, mais c'est que maintenant, si tu fais toi-même de la location courte durée, tu payes la taxe d'habitation dans quasiment toutes les communes, alors que là, vu que vous louez, eh ben, je pense que le propriétaire, normalement, il va en être exonéré. Donc ça, c'est quand même un bon point à vérifier, mais à mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Nous, en tout cas, on reçoit pas de taxe d'habitation pour ce bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je vous dis, enfin, je vais dire ce que moi j'ai vécu comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu l'as bien dit au début, c'est que au début les gens ils connaissent pas, et du coup le but du sous-loueur, ça va être de les rassurer, et du coup le bail, il est quand même un peu à la faveur du bailleur, quoi. Enfin, vraiment, tu as un peu tous les droits. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Tu peux, comme tu as dit, tu peux récupérer le bien sous 3 mois. Tu peux, si c'est pas payé et tout. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Parce que, je pense que c'est dans la démarche, en tout cas, le bail qui m'avait été proposé, c'est un bail assez libre, hein, vu que c'est pas un bail d'habitation. Et ben, il y avait vraiment beaucoup de clauses à notre faveur. En notre faveur, nous, on a eu 2 Velux. Franchement, c'est vrai qu'ils étaient un peu usés. L'immeuble, je crois qu'il date de 90, donc à mon avis, ils n'avaient jamais été changés. Et 2 Velux qui ont eu des problèmes. Et on s'est débrouillé avec la sous-loueuse et elle a tout payé. Enfin non, elle a payé la moitié. Elle a payé la moitié. Franchement, je trouve que c'est pas mal parce qu'un locataire normal, déjà, il serait, j'aurais dû y aller et tout. Donc, et en plus, elle a payé la moitié de chaque Velux. Ça, c'est plutôt le bon plan. Le gros bon plan aussi, pour moi, c'est que je prends pas d'assurance. Moi, j'ai un gestionnaire locatif, je l'ai pas pris sur le bien, donc je paye 7%, et soit on prend la Visale, soit on prend une assurance loyer impayé à 2,5% en général. Donc ça fait quand même 9,5% d'écart que là j'ai pas pris, vu que je peux sortir le sous-loueur comme je veux. Le seul point négatif que toi tu vas pas voir, mais c'est que elle nous demande, et c'est normal, des quittances. Et la plupart du temps, moi, j'envoie pas de quittances. C'est pas obligatoire. Si on me les demande, je les envoie. Donc, de temps en temps, faut faire les quittances. Bon, pour 6 mois, voilà, c'est pour son comptable. Mais c'est pas la mort, hein. Ça prend 10 minutes. Et il y a plein de logiciels maintenant qui les émettent automatiquement. Donc voilà, en gros, elle m'a quasiment jamais appelé. Elle a pris en charge des réparations et pas de taxe d'habitation. 10% de plus de fait, en fait, tout simplement, du fait de la, de la, tout simplement du fait que qu'il y a pas d'assurance loyer impayé ni de gestion locative. Donc voilà, tout ça, ça fait que et l'appartement, là, on va voir parce qu'elle sort normalement le 3 août. Alors elle était pas de la ville, et maintenant elle m'a dit que bien il était rentable, mais que elle voulait se concentrer sur sa ville. Mais ça, c'est un bon point. Après, toi, tu délègues, et c'est ce que je conseille aussi, tu délègues le ménage. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui le font eux-mêmes, et c'est vrai que du coup, tu as vite, dans un mois, 200, tu vois, on parlait de prendre, tu prends 250-300 € par logement. Si tu fais toi-même le ménage, le ménage, t'as vite 200 ou 300 € de ménage par mois dans une LCD. Alors, c'est pas la vie de rêve, mais voilà, si tu pars de zéro, je sais pas, tu gagnes 1 500 € par mois, tu te prends juste une sous-loc, tu fais toi-même le ménage, ça va te prendre, allez, en moyenne, 2 heures par jour, peut-être, même pas, 1 heure par jour, et tu prends 500 €, quoi. Donc, C'est ça. ça, c'est les bons plans. Euh, que je vois, en tout cas, pour le. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, là, vu que tu as du réseau, ça, c'est une question que j'ai. Moi, j'ai l'impression que la LCD, en général, ça marche à peu près partout pareil, parce qu'en fait, l'offre et la demande de logement, elle s'annule un peu. Tu vois, dans les grosses villes, il y a beaucoup de voyageurs, mais il y a beaucoup de courte durée. Et dans les petites villes, ou dans la campagne, il y a beaucoup moins de demandes, mais il y a aussi moins de voyageurs. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu constates? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des zones qui sont meilleures que d'autres quand même? Ou, tu vois, surtout sur l'année, je me dis que Mhm. dans le sud de la France, voilà, les logements déjà, ils sont chers au loyer.
l'été, ça doit être jackpot, mais le reste de l'année, c'est un peu moins, tu vois. Est-ce que t'as pu voir un peu des tendances comme ça? Ouais, il y a carrément, comme tu dis, des zones qui marchent totalement différemment. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du sud, le sud, ça va être, le but des logements dans le sud, c'est vraiment de rester à l'année et en fait de faire les mois d'été là où ça va être un peu jackpot et d'économiser un peu pour passer la saison qui va être plus basse, donc tout ce qui va être janvier-février, là où le sud n'est pas du tout intéressant pour le Hmm. tourisme. Mais après, on peut encore s'en sortir parce que certaines villes dans le sud sont touristiques, mais drainent aussi du monde pour les déplacements pro. Donc Hmm. là-dessus, on peut s'en sortir, on peut jouer, on peut essayer de démarcher les entreprises. Je sais que de mon côté, j'ai déjà fait ça un petit peu, essayer de faire des contrats en dehors des plateformes, donc des contrats saisonniers avec des entreprises qui ont des besoins de loger, loger leurs gars tout simplement pour des déplacements. Après, il y a des zones où on évite quand même d'aller en tant que sous-loueur. Ça va être toutes les grosses métropoles où en fait il y a un changement d'usage. Parce Ouais. que dès que changement d'usage, nous, ça va nous bloquer pendant quand même facilement 2 mois. Et donc, sur le papier, pendant 2 mois, on n'a pas le droit en fait d'exercer notre activité tant que le changement d'usage n'est pas fait. Hmm. Et donc, ça veut dire que pendant 2 mois, on va payer un loyer qui ne nous sert à rien parce qu'on ne pourra pas le Hmm. rentabiliser. Donc, on évite quand même les grosses métropoles. Le plus souvent, on va essayer de se mettre par exemple, si je En prends l'exemple de périphérie. Lille, c'est ça, on va essayer plutôt d'aller sur Roubaix et sur Tourcoing au lieu d'aller dans le plein centre de Lille. Ok. Mais Et tu connais des gens qui ont des appartements un peu paumés, tu vois? Je sais pas si, enfin, ouais, oui, c'est ce que je veux dire, il y a des gens aussi qui fonctionnent plus dans des petites villes. Dans les villages, j'en ai pas encore connu parce que je pense que c'est quand même plus compliqué. Après, dans les villages, ça doit exister, mais en fait, là, il faut se démarquer. Il faut plus être un logement classique, il faut devenir atypique et ne plus proposer un logement, faut proposer une expérience. hmm. Proposer une Ouais, expérience c'est ça. et en fait, les gens, ils vont se déplacer pour l'expérience et non pas juste pour le logement. Parce qu'on va Yes. attirer, on va attirer beaucoup moins de monde et en fait, on va attirer dans ces logements-là, on va attirer enfin, pas très facilement du tourisme et des gens qui recherchent juste un week-end ou une soirée à deux, par exemple, Hmm. style une love room. Et donc après, facilement, je pense que ces logements-là, ils seront peut-être moins remplis, mais la marge sera plus grande dès que le logement est rempli. Parce que dès Parce que qu'on se tu payes démarque, beaucoup moins cher de loyer. c'est ça. C'est ça aussi. Puis même si on se démarque, mais disons, je sais pas, dans le logement, on met un spa ou autre, eh ben, on peut facilement gonfler ses prix, parce qu'on propose ce type de service. Hmm. Mais ça, tu fais pas en sous-loc. Tu vas pas mettre un spa dans une sous-loc. Non, 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 bah non, faut pas le faire en sous-loc. Là, je parle pour la courte durée, ouais. Parce que Yes. sinon, là, c'est Ouais. propriétaire qui est content si on a mis un spa et nous, on a mis Yes. un gros investissement. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bah, des nouveaux logements, des gens qui viennent un peu s'intéresser et proposer leur logement. Moi, ça serait vraiment un grand plaisir que je les accueillerais. Comme on disait tout à l'heure, avec le réseau que j'ai commencé à me former, je pense que je connais des gens un peu partout en France. Donc, s'il y a un propriétaire qui a du mal à louer son logement ou qui va le mettre en location et qui a envie d'éviter la vacance locative au maximum, bah, qui c'est qui vienne s'adresser à toi et donc tu le retransmettes derrière pour répondre à son besoin serait non serait Yes. quelque chose. Yes. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, on vous a présenté les avantages. Pour moi, il y en a quand même pas mal, hein. Franchement, si je pouvais avoir que des locataires comme la dame que j'ai eue là, je serais quand même bien content. Après, ça dépend forcément des logements, de l'emplacement, de la taille, est-ce qu'il y a des meubles ou non. Mhm. Ok. Et d'acheter ton premier logement, on en a parlé juste avant. Il y a peut-être Ouais, une offre qui va partir là ce soir. Enfin, c'est l'offre, elle va possible. partir. L'offre, elle C'est va possible. partir. Après, est-ce qu'elle sera acceptée, ce sera différent. Mais ok, trop bien. Bah écoute, merci Jérémy. Je te souhaite une très bonne continuation. Et puis à très bientôt. Merci pour l'invitation. Ciao. Et voilà. J'espère que ça vous aura donné envie, soit de vous lancer dans l'activité de sous-location, soit de proposer un de vos logements en sous-loc. Si jamais c'est le cas, je vous rappelle, vous pouvez envoyer un mail info@byebyepatron.net. Sinon, si ce n'est pas fait, allez écouter l'épisode de la semaine dernière avec Camille. Je l'ai réécouté, il est top, je trouve. Et bien sûr, je vous le demande pas souvent, mais si vous êtes notamment sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube, pensez à mettre un petit j'aime, une petite note 5 étoiles.
Et un commentaire, ça fait, j'ai moins de un commentaire pour 10 000 écoutes de podcast. Je veux dire, et moins de une note, on est à, si vous regardez sur Apple Podcast, je crois que j'ai 220 notes pour 1 million d'euros, 1 million d'écoutes. Donc voilà, une petite note de temps en temps, ça fait pas de mal. Je sais que sur Apple Podcast, c'est un petit peu compliqué. Sur Spotify, c'est plus simple. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pour ceux que je vois à Brumat, ça va être top. Et si vous voulez que je vous aide pour le 1 million d'euros de patrimoine net, vous avez le lien vers le formulaire en description. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et ne vous arrêtez pas dans la quête de ces derniers. À très bientôt. Bye bye.